よかったね。雲が死んで、これでやっと一番したかったことに集中できるね。早く見つけてあげなきゃ。仲間たちの目。Avant de parler de Hunter x Hunter, il faut revenir à l'homme qui l'a créé, Yoshihiro Togashi. Comprendre cette œuvre, c'est d'abord comprendre son auteur. Togashi, c'est pas juste un mangaka. C'est un mec brillant mais hanté, un perfectionniste malade, littéralement, un artiste qui a passé des années à dessiner, plié en deux, incapable de tenir debout à cause de douleurs chroniques. Il a livré des chapitres depuis son lit, parfois griffonné à la dernière minute parce que son corps ne suivait plus. Et pourtant, il a tenu. Il a persisté, parce que son histoire, il devait la raconter. Et Hunter x Hunter, c'est pas juste un manga, c'est une sorte de catharsis, une œuvre ultra personnelle, mais masquée par une narration parfois froide, distante, presque clinique. Au début, on croit que c'est un shonen classique. Un garçon naïf, un objectif clair, des épreuves, des compagnons, mais très vite on comprend que non, pas seulement. Derrière chaque planche, il y a une angoisse, une obsession du contrôle, une volonté de creuser la nature humaine. Le manga ne suit pas les règles, il les casse, il les déforme. Togashi n'a jamais voulu faire comme les autres, et quand il l'a fait, c'était pour mieux détruire ce qu'il venait d'installer. Il est allé jusqu'à créer un alphabet entier pour son univers. Chaque lettre, chaque symbole a du sens. Dans Hunter x Hunter, même les mots sont étrangers. Comme si son monde n'était pas seulement dessiné, mais littéralement codé, dans le moindre détail. Et c'est pour ça que cette œuvre fascine autant. Parce qu'elle est imparfaite, irrégulière, parfois absente, mais toujours sincère. Elle ne fait pas de cadeau au spectateur, et pourtant, elle te donne tout, si tu es prêt à t'y plonger. Alors non, cette vidéo ne sera pas un résumé, elle sera une exploration, un voyage dans les couches les plus profondes de l'œuvre. On va parler du monde qu'il a créé, des mécaniques qu'il a inventées, de ses personnages, de ses choix de mise en scène, et à la fin, peut-être, on répondra à cette question. Hunter x Hunter est-il vraiment l'anime parfait? Hunter x Hunter, ce n'est pas juste une histoire avec des personnages, c'est un monde. Et ce monde, Togashi l'a pensé comme un organisme vivant. Il a sa propre respiration, ses propres tensions, ses propres lois, rien n'est là pour faire joli. Chaque endroit, chaque culture, chaque système est réfléchi en profondeur. Ce qui m'a frappé, c'est qu'à aucun moment l'univers ne se met à genoux devant le héros. C'est même l'inverse. Ce monde-là, il te résiste, il t'écrase s'il le faut. Il ne se plie pas aux volontés des protagonistes. Il impose ses règles, ses injustices, sa complexité. Et c'est là que ça devient fort. Parce qu'en tant que spectateur, tu assistes à un rapport de force permanent entre les personnages et un monde qui les attend pas. Et ça, c'est incroyablement rare. Prenons un exemple simple. York City. On pourrait croire à une simple ville d'arc narratif, mais non. Elle vit, elle grouille, elle a ses gangs, sa mafia. Elle est tellement crédible qu'on a l'impression qu'elle existait avant Gon et qu'elle continuera d'exister après lui. Idem avec l'Empire de Kakin ou encore la NGL. Ces zones ne sont pas là pour faire joli, elles sont chargées de sens. La NGL, c'est presque une critique sociale cachée, une société soi-disant pure qui cache les pires horreurs. Et quand on voit les conséquences que ça va avoir sur l'histoire, on se dit « Ok, ce monde il n'est pas juste un décor, c'est un personnage à part entière. » Et encore, je ne parle même pas de l'alphabet inventé par Togashi, ni des détails cachés dans les inscriptions, les affiches, les interfaces. Tout dans cet univers est pensé pour donner une cohérence totale à l'ensemble. C'est comme si l'univers de Hunter x Hunter avait sa propre logique interne. Et c'est ça qui m'a marqué. Parce que dans beaucoup d'animés, tu ressens que le monde tourne autour du héros. Ici, non. Ici, si tu n'as pas les épaules, tu te fais écraser. Tu n'avances pas parce que tu es gentil ou motivé. Tu avances parce que tu comprends, que tu t'adaptes ou que tu te perds. Et je crois que c'est là qu'un Hunter x Hunter commence à se détacher des autres. Parce que ce monde-là, on pourrait presque y croire. Si tu as déjà vu plusieurs shonen, tu connais la rengaine. Chakra, haki, pouvoir de l'amitié ou autre système d'énergie. Mais dans Hunter x Hunter, Togashi a créé autre chose, le nen. C'est pas juste un pouvoir, c'est un langage, une science, une extension directe de la personnalité. Et c'est ça qui le rend aussi passionnant. Ce qui est fascinant avec le nen, c'est qu'il ne récompense pas la force brute. Il récompense l'intelligence, la stratégie, la connaissance de soi. C'est un système qui t'oblige à réfléchir avant d'agir. Tu veux devenir plus fort? Très bien. Mais qu'est-ce que tu es prêt à sacrifier? Quel engagement tu es prêt à faire? Et ça change tout. Kurapika par exemple, il construit son nen comme un outil de vengeance. Il choisit de ne pas pouvoir l'utiliser qu'envers la Beglace fantôme. C'est radical. Il s'enferme dans sa haine. Il accepte d'être puissant, mais à une seule condition. Et cette condition, elle pèse. Elle le détruit de l'intérieur. Kuroro, lui, c'est l'intellect. Il vole les capacités des autres, mais il le fait avec des règles ultra précises. Il doit voir le nen, il doit comprendre, il doit absorber. Et même quand il se bat, c'est un jeu d'échecs. Une danse logique, son nen est une extension de sa capacité à prévoir et à contrôler. Et puis il y a Gon, là où tu crois qu'il va incarner la pureté du héros shonen, il te surprend. Son nen, c'est littéralement un cri de haine.
Dans l'arc des Chimera Ant, il est prêt à sacrifier tout son avenir pour se venger. Il transforme son propre naine en un contrat suicidaire. Il échange sa jeunesse, son avenir, sa vie pour une seule attaque. Et c'est ça le naine. C'est pas un super pouvoir, c'est un miroir. Un miroir qui te dit « Ok, montre-moi qui tu es et j'amplifierai ça, pour le meilleur ou pour le pire. » Et en plus d'être profond, le naine est logique. Il a des bases, Ten, Ren, Zetsu, Atsu. Tu comprends comment il se développe. Tu peux même classer les utilisateurs en catégories. Renforcement, transformation, matérialisation, etc. Mais à aucun moment ça devient rigide. Parce que c'est pas un classement figé, c'est un système vivant. Et c'est pour ça que les combats de Hunter x Hunter sont aussi captivants. Tu ne regardes pas juste deux personnes balancer des attaques, tu regardes deux cerveaux s'affronter. Deux visions du monde, deux philosophies. Tu regardes comment ils utilisent leur pouvoir, pas juste combien. Et ce qui est beau, c'est que même là, l'œuvre reste humaine. Parce que parfois la meilleure stratégie ne suffit pas. Parfois c'est la colère, la peur, le désespoir. Et dans ces moments-là, le naine révèle ce qu'il y a au fond du personnage. Franchement pour moi, c'est le système de pouvoir le plus brillant jamais imaginé. Pas parce qu'il est compliqué, mais parce qu'il est cohérent, émotionnel et profondément humain. Et c'est aussi pour ça que dans Hunter x Hunter, la vraie puissance n'est jamais gratuite, elle se paie, toujours. 家族も子供まで捨ててそんなあいつを探すためにあなたハンターになるつもりなの？でも子供を捨ててまで続けたいと思う仕事なんだね。それだけすごい仕事なんだ、ハンターって。あなたやっぱりあいつの子供だわ。 Si l'univers de Hunter x Hunter est vivant, alors ces personnages en sont les nerfs, les tensions, les doutes et surtout les contradictions. Tu crois que t'as tout compris à Gon? Tu te trompes. Tu crois que Killua est juste un enfant stylé avec des griffes électriques? Tu te trompes encore. Chez Togashi, il n'y a pas de héros parfait. Et ça, c'est volontaire. Prenons Gon. Il a l'apparence du héros shonen classique, gentil, motivé, lumineux. Mais plus tu avances, plus tu te rends compte que ce gamin est capable d'un égoïsme terrifiant. Mais parfois il est prêt à tout détruire autour de lui pour ça. Il est sincère, mais pas stable. Il n'a pas de recul. Il est entier. Et c'est ce qui le rend fascinant, mais dangereux. Killua, lui, c'est un paradoxe ambulant. Un assassin surentraîné qui rêve juste d'être un enfant normal. Il fuit sa famille, il rejette la violence, mais il revient toujours malgré lui. Et c'est là que Togashi frappe fort. Il montre un personnage qu'il sait qu'il est brisé, mais qui avance quand même. Qui doute, qui se cache, mais qui aime, mais n'arrive pas à le dire. Kurapika est encore un autre cas. Sa quête de vengeance est noble en surface, mais elle le ronge. Il sacrifie ses amis, son avenir, sa paix antérieure, pour un sentiment qui l'aveugle, et plus il devient fort, plus il s'éloigne de ce qu'il était. C'est une descente lente, inévitable. Même Leolio, qui paraît banal, a un rôle fondamental. Il est peut-être le plus normal, mais justement, c'est ce réalisme, cette simplicité qui le rend humain. Il est là pour des raisons concrètes, il veut devenir médecin, il veut aider, il ne cherche pas la gloire, et pourtant, sa présence agit comme un pilier émotionnel dans le groupe. Et je pourrais continuer. Kuroro, Biscuit, Hisoka, Kaito, chaque personnage a une courbe, une trajectoire, une douleur. Même les antagonistes sont écrits avec respect, avec nuance. Et c'est ça la force de Togashi. Il écrit ses personnages comme s'ils existaient déjà. Avant même que le lecteur arrive, il ne les façonne pas pour plaire, il les suit, il les écoute. Ce qui rend leur choix si percutant, c'est qu'ils sont plausibles, humains, contradictoires. Et franchement, on s'y retrouve. それでか落ちるついでの試験官気取りハンターは獲物を狩るものどっちがふさわしいか逆に僕が試験官を気取った君たちを判定してやるよ Si les personnages sont aussi puissants, c'est parce que Togashi leur offre un terrain de jeu unique. Un espace où chaque choix a du poids. Et cet espace, c'est la narration. La manière dont il raconte son histoire est aussi importante que ce qu'il raconte. Hunter x Hunter ne va jamais vite. Et c'est voulu. Togashi prend le temps. Il ose les silences. Il ose ralentir au moment où tout devrait s'accélérer. Il ose étirer un moment, le tordre, le charger d'émotions. Tu veux un exemple ? La scène où Gon apprend la mort de Kaito.
C'est pas un cri, une explosion, même un déferlement. Non, c'est un vide, une absence dans ce silence. Tout s'effondre. Togashi joue avec le nunji, avec les regards, avec les hésitations, et la mise en scène de l'anime amplifie ça. Les pauses, les angles lents, les musiques toujours discrètes, mais percutantes. Quand un personnage hésite, on le sent. Quand une décision est prise, on comprend le poids qu'elle représente. Même la structure est étrange parfois. On peut rester 5, 10 épisodes sur un seul lieu, un seul moment, et on est là, accroché, parce qu'on sent que chaque détail compte. C'est là que Hunter x Hunter devient plus qu'un récit, c'est une expérience. Et dans cette expérience, la mise en scène est chirurgicale. L'attention ne vient pas de la musique ou des effets, elle vient de l'attente, de ce qu'on devine sans qu'on nous le montre. Un point que je voulais aborder avec vous, le moment où il donne l'assaut dans le palais, dans l'arc Chimera Ant. Je voulais juste faire un petit aparté pour vous parler de ce moment-là, où pour moi, on est sur un moment de génie de l'œuvre. Le moment est étiré. On a l'impression que 6 épisodes se passent, on reste bloqué sur ces scènes, l'arrivée de Netero, l'arrivée du grand-père de Killua et le groupe de Gon et Killua qui attaquent le palais en même temps. Ce moment-là, on a l'impression d'être figé dans le temps avec eux. On a l'impression que même le temps, ici, est ralenti. Je voulais juste vous parler de ce moment-là, qui est pour moi un des meilleurs moments de tout Hunter x Hunter. Car on ressent toute la complexité de la situation, on ressent tout le danger dessus. Que cette scène-là, vraiment, est la preuve même que dans Hunter x Hunter, il y a des moments qui sont parfaits, juste parfaits. Bon, après vous avoir parlé de l'œuvre en général, de l'auteur, du nen, des personnages et de certains moments, maintenant nous allons rentrer dans l'une des phases et dans l'un des arcs qui est selon moi l'un des meilleurs tout animé confondu, toute œuvre confondue, l'arc des Chimera Ant. なんだ何かが来る面白そうな話をしてるね。才能がどうとか。僕も混ぜてよ。 Quand on pense à Hunter x Hunter, difficile de ne pas voir l'arc des Chimera Ant comme un point de bascule. Un moment où l'anime abandonne ses repères pour proposer quelque chose de plus brut, de plus dérangeant, de plus mature. C'est souvent à ce moment que certains décrochent. Et c'est aussi là que d'autres tombent amoureux pour de bon. Tout dans cet arc a été pensé comme une cassure, une montée en tension lente, presque insupportable, qui finit par nous broyer. Et ce qui est incroyable, c'est que Togashi n'a pas eu besoin de renier son univers pour atteindre cette profondeur. Il a juste poussé à son extrême. Au départ, le récit semble suivre une ligne connue. Une nouvelle menace, une mission d'exploration, des créatures mystérieuses, rien de révolutionnaire. Et pourtant, très vite, les choses se délitent. Ce ne sont pas des ennemis classiques, ce sont des Chimera Ant, une espèce qui dévore les autres pour en hériter de leurs traits, y compris les traits humains. Petit à petit, les monstres deviennent des êtres pensants. Ils copient, assimilent, apprennent. Et dans leur transformation, ils dévoilent un paradoxe cruel. Ils deviennent humains, sans jamais comprendre ce que cela signifie. Là où d'autres œuvres auraient tranché net, héros contre ennemis, Togashi brouille tout. Il inverse les rôles, les attentes, il nous pousse dans une zone où il n'y a plus de repères stables. Le cœur émotionnel de cet arc repose sur un duo inattendu. Meruem, le roi des Chimera Ant, et Komugi, une jeune humaine, frêle et aveugle, dont l'unique talent réside dans un jeu de stratégie, le Gungi. Meruem est d'abord présenté comme une entité parfaite, rapide, intelligent, impitoyable. Il incarne l'aboutissement de l'évolution par la force. Pourtant, plus il grandit, plus il cherche un sens à ce pouvoir, un adversaire digne, une logique à ce qu'il est censé devenir. Et c'est en Komugi qu'il le trouve. Elle n'a rien d'une guerrière. Elle n'a ni beauté, ni charisme. Elle bafouille, trébuche et semble minuscule à côté de lui. Mais dans le jeu, elle est inatteignable. Et face à elle, Meruem découvre ce que aucun combat ne lui avait jamais montré.
le doute, l'humilité, l'émerveillement. Ce n'est pas une romance au sens classique. C'est une rencontre, une collision entre deux solitudes. Lui, roi sans égal, elle, oubliée de tous. Et cette fragilité partagée devient le point central de l'arc. La scène finale, où ils meurent ensemble dans une lumière douce, loin de toute guerre, est l'une des plus bouleversantes que j'ai vues dans un anime. Elle n'a pas besoin de discours. Elle se suffit à elle-même. 小麦。はいはい。何ですか？ありがとこちらこそ。う。名前を呼んでくれないか。おやすみなさい。メルエム。En parallèle, Gon vit une trajectoire opposée. Là où Meruem devient plus humain, Gon, lui, perd son humanité. Ce n'est plus le garçon curieux et enthousiaste qu'on connaissait. C'est un enfant blessé, aveuglé par la rage. Il cherche désespérément à réparer une injustice, la mort de Kaito. Et quand il comprend qu'il ne pourra jamais la ramener, quelque chose se brise. Sa vengeance devient son unique objectif. Il ne veut pas gagner, il veut détruire, il veut faire mal, peu importe les conséquences. Et ce qui rend sa métamorphose si glaçante, ce n'est pas un power-up héroïque, c'est un cri de désespoir incarné dans un corps d'adulte. Difforme, usé en avance, Gon sacrifie tout, son avenir, son haine, sa santé, ses liens. Pourquoi? Une exécution, une vengeance vide. Ce moment à lui seul enterre le fantasme du shonen classique. Ici, le héros n'apprend rien, il ne triomphe pas, il chute. Et c'est cette chute qui le rend terriblement humain. Dans le même arc, on assiste aussi à l'un des combats les plus puissants du récit, Netero contre Meruem. Mais là encore, ce n'est pas le combat qui fascine, c'est ce qu'il dit. Netero représente l'ancien monde, celui qui pense que l'humanité, malgré ses failles, mérite de survivre. Meruem est le nouveau monde. Il ne veut pas l'humanité, il veut juste imposer une logique différente, supérieure, rationnelle. Le combat est violent, rapide, mais surtout chargé de symboles. Le Bouddha géant de Netero, ses attaques rituelles, son silence, tout évoque une forme de spiritualité fanatique. Et au bout du compte, il échoue. Il utilise une bombe, il ne convainc pas, il l'anéantit. Mais ce n'est pas Meruem que ça détruit. Ce sont ses certitudes. Et là, la dernière image du roi, retournant voir Komugi pour mourir à ses côtés, dit tout. Il n'était pas un monstre, il était autre chose. Quelque chose que même Netero n'avait pas pu comprendre. ありのうメルエム、お前さんは何にも分かっちゃいねえよ。人間の底すらない進化を。それは王が初めて感じる恐怖だった。全てを絞り尽くし死を待つのみであるはずの老人の言葉が地獄があるならまた会おうぜ。貴様は、そう貴様は死んでいたのだ、初めから。
Le rythme, le silence, la musique. Ce qui rend cet arc inoubliable, c'est aussi sa mise en scène. On est loin des codes habituels. Les épisodes prennent leur temps, les pensées sont longues, les voix off deviennent des refuges mentaux, les regards remplacent les dialogues, les silences prennent de plus en plus de place. Il y a des épisodes entiers où l'attention repose uniquement sur une poignée de secondes suspendues. Et au milieu de tout ça, la musique, toujours discrète, toujours juste. Le thème de Komogi, le piano lors de la mort de Meruem, c'est une note simple, lente, qui nous brise davantage qu'un cri. Chaque élément est maîtrisé, chaque souffle est calculé. C'est une leçon de narration, de rythme, de sensibilité. Pourquoi cet arc dépasse l'anime? Ce qui fait de l'arc Chimera Ant un chef-d'œuvre, ce n'est pas sa complexité, c'est son courage. Togashi ose tout, montrer la monstruosité dans le héros, humaniser l'ennemi, questionner le sens même de la victoire, refuser les conclusions simples. Et pourtant, il est en parfaite continuité avec tout ce que Hunter x Hunter a construit jusque-là. Il ne casse pas l'histoire, il l'élève. Et c'est pour ça, à mes yeux, que cet arc est peut-être ce que l'animation japonaise a produit de plus abouti. À la fin de cet arc, quand les derniers dialogues se taisent, quand le silence remplace le conflit, on n'est plus vraiment les mêmes. Ce n'est pas seulement une histoire qu'on vient de voir, c'est une œuvre qui nous a traversés. Et une question revient. Hunter x Hunter mérite-t-il vraiment son titre d'anime parfait? Alors on prend du recul, on regarde tout ce que cette série a proposé et on tente, humblement, de répondre. Hunter x Hunter, ce n'est pas une œuvre qui cherche à plaire. Ce n'est pas une série qui aligne les victoires, les rires, les batailles spectaculaires pour séduire le spectateur. Non, ce qu'elle fait, c'est autre chose. Elle interroge, elle creuse, elle désarme. Et pose des questions sur la nature humaine sans offrir de réponses évidentes. Elle montre des héros qui échouent, des ennemis qui aiment, des pouvoirs qui détruisent plus qu'ils ne sauvent. Et au fond, c'est ça la force de cette œuvre. Son cœur, c'est la cohérence. Pas celle d'un scénario parfait, mais celle d'un regard, celui de Togashi. Un auteur tourmenté, fragile souvent absent, mais d'une lucidité rare. Quelqu'un qui a préféré l'honnêteté aux fins de service, l'authenticité à la facilité. Tu sens son doute dans chaque scène, sa douleur dans chaque ellipse, son besoin de dire des choses. Même si c'est de manière tordue, imparfaite, incomplète, il a même créé un alphabet unique pour faire exister son monde. Cette chose-là, que peut-être d'autres personnes ont fait, rajoute tellement de lore, tellement de vie à l'univers qu'on est plongé dedans. Alors c'est la dernière fois que je le dis, mais il fallait que je vous le dise. Il a pensé l'économie de chaque région, les religions, les rites, les systèmes de classement, les rapports sociaux. Rien n'est gratuit dans Hunter x Hunter, pas même le vide. Et puis il y a le nen, le système de pouvoir le plus fin, le plus intelligent que j'ai jamais vu dans un animé. Il est lié à l'âme, à l'histoire, à la psychologie. Ce n'est pas une mécanique, c'est un miroir. On aurait pu parler de tout ça pendant des heures, de tous ces arcs que j'ai laissés de côté, non pas parce qu'ils sont moins bons, mais parce qu'il fallait choisir. Alors j'ai choisi de te parler du monde, du nen, des personnages, de la narration et de l'arc des Chimera Ant. Parce que selon moi, ce sont ces morceaux-là qui concentrent l'essence de ce que Togashi a voulu transmettre. Alors maintenant voilà, on y est. Hunter x Hunter, ce n'est pas une œuvre parfaite au sens académique du terme, c'est une œuvre parfaite au sens organique, parce qu'elle est vivante, changeante, incomplète, fragile. Et c'est cette fragilité qui la rend réelle. Togashi n'a jamais terminé son récit. Il le continue, lentement, avec le peu de force que son corps lui laisse. Il dessine depuis son lit, il souffre, il recommence, et nous on attend encore. Mais cette attente, elle fait partie de l'expérience. Elle nous rappelle que derrière chaque trait, il y a un homme, pas une machine, pas un studio, juste un créateur qui tente encore, malgré tout, de raconter quelque chose de vrai. Alors non, Hunter x Hunter n'est pas parfait parce qu'il est propre. Il est parfait parce qu'il est humain, parce qu'il nous parle à tous.
à travers le Nen, à travers Gon, à travers Meruem, à travers les silences, les failles, les chutes, les éclairs de lucidité. Et c'est pour ça que je peux le dire sans hésitation. Hunter x Hunter est l'anime parfait. Pas pour tout le monde, mais pour ceux qui cherchent plus qu'une histoire. Merci à tous.